Bonsoir Bahar. Bonsoir. Je te remercie de nous avoir accordé cette interview pour Investigation. C'est moi qui vous remercie. Quelle est ta situation depuis ton arrestation en Italie le 21 novembre dernier sur demande des autorités turques? D'abord, j'ai été arrêté par la Digos, une sorte de police militaire italienne, à l'aéroport de Orio al Serio à Bergame, et j'ai directement été conduit à la Casa Circondariale di Bergamo, c'est-à-dire la prison centrale de Bergame, et j'ai été incarcéré pendant 13 jours. Et puis il y a eu deux échéances judiciaires. Le président de la cour d'appel de Brescia a finalement décidé de m'assigner à résidence en attendant l'arrivée du dossier turc que les autorités judiciaires d'Ankara doivent préparer et lui faire parvenir. Et donc là, pour le moment, ça fait près d'un mois que je me trouve à Marina di Massa, en Toscane, donc dans le centre-ouest de l'Italie. Et je suis ce que l'on appelle en italien frappé d'une obbligo di dimora, d'une assignation à résidence. C'est-à-dire que dans un premier temps, je ne pouvais pas vraiment sortir, mais grâce à la mobilisation internationale contre mon extradition, j'ai pu obtenir le droit de sortir dans la ville de Massa, mais à condition que je fournisse aux carabiniers, donc à la police locale, le détail du programme du jour. Et donc je peux sortir dans un périmètre déterminé. Donc arrestation, emprisonnement puis acquittement en Belgique et aux Pays-Bas en 2006, arrestation en Espagne et en Italie en 2013. Comment expliques-tu cet acharnement judiciaire à ton encontre? À ce sujet, je dirais que deux thèses s'affrontent. Certains disent que mes arrestations à répétition, surtout pour ceux de 2013, c'est-à-dire mon arrestation en Espagne et puis là maintenant en Italie, qu'elles font partie d'une sorte de cabale menée par le régime d'Erdogan contre tous ceux qui s'opposent à son régime tyrannique et mafieux. Et comme vous le savez, en fait, l'été dernier, plusieurs millions de citoyens turcs ont manifesté contre l'autoritarisme du Premier ministre turc Erdogan et contre son régime. Certains se sont mobilisés pour sauver un parc, d'autres avaient des revendications je dirais plus sociales concernant la hausse des prix, concernant les salaires qui sont misérables, et des millions de gens se sont mobilisés contre lui. Et donc à ce moment-là, en juin dernier, Erdogan a fait passer ce mouvement social contre lui pour un complot international. Et comme par hasard, j'ai été arrêté le 17 juin, et mon arrestation venait en quelque sorte accréditer la thèse selon laquelle l'agitation intérieure est le fruit d'une manipulation extérieure. Et donc, il faisait passer des gens comme moi pour des comploteurs, des gens qui manipulent l'opinion turque, etc. Et donc, en fait, mon arrestation tombait à pic. Et alors, il y a une autre thèse qui lie mon arrestation en Espagne et en Italie à ma contribution aux accords de Genève. Comme je suis également engagé dans le dossier syrien et que je fais partie à ma modeste échelle des promoteurs de la conférence de paix dite de Genève 2 pour mettre un terme au conflit qui déchire la Syrie. En fait, Erdogan déteste d'abord cette conférence pour la paix, ne veut pas de la paix en Syrie et déteste les gens comme moi fatalement. En fait, Erdogan l'a dit plusieurs fois, il veut obtenir une victoire militaire sur Damas. Il a promis à ses fidèles et à une partie des opposants syriens que bientôt, Inch'Allah, il irait prier dans la mosquée des Omeyyades pour marquer la victoire de sa conquête, en fait. Et donc, certains voient plutôt mon arrestation dans le cadre de mon engagement syrien. Comme j'essaye de promouvoir la paix en Syrie et que ça ne lui plaît pas, peut-être qu'il s'agit de représailles, tout simplement. Donc, je suis en quelque sorte, je dirais, la tête de turc du régime d'Erdogan à l'échelle internationale. Que reproches-tu à l'État belge et aux États européens qui te poursuivent? De prendre le mandat d'arrêt international lancé par les autorités judiciaires turques, de prendre ça au sérieux. Le dossier turc est absolument absurde parce que toute cette cabale, toute cette persécution que je subis en réalité depuis 13 ans est due à une action organisée, non pas en territoire turc. Je n'ai jamais véritablement milité en Turquie. Je suis citoyen belge, je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, je me suis marié en Belgique, j'ai étudié en Belgique. Donc j'ai toujours agi, je dirais, en Belgique, ou plus ou moins en Belgique, en tout cas en Europe, mais pas en Turquie. Et il m'est un jour de manifester devant
le ministre des Affaires étrangères turc, qui s'appelait Ismail Cem. C'était le 28 novembre 2000. Et pour cette raison, j'ai été accusé de terrorisme et ça fait 13 ans que cette action est considérée comme terroriste et moi comme un dirigeant du terrorisme international. Ankara me recherche et veut me condamner à 22 ans de prison pour avoir agité une pancarte sur laquelle je demandais l'arrêt de la torture dans les prisons turques. Donc toute cette persécution, toute cette machination internationale est due à cette manifestation, je dirais presque absurde et banale en fait. Et ce que je reproche en fait aux autorités européennes, c'est de prendre le régime d'Erdogan au sérieux, de prendre sa guerre contre le terrorisme au sérieux. Je veux dire, c'est pas comme ça c'est pas en me mettant en prison qu'on combat le terrorisme. C'est vraiment ridiculiser la lutte contre le terrorisme que de mettre des journalistes, des opposants comme moi en prison. Et j'aurais voulu en fait que les autorités européennes étaient plus vigilantes, par exemple, à propos des jeunes, de nos jeunes, en Belgique, en France, en Allemagne et ailleurs, qui sont recrutés par Al-Qaïda pour aller mener, soi-disant, le djihad en Syrie. Si les polices européennes avaient saisi Interpol, et si Interpol était intervenu à temps dans les aéroports internationaux, à Zaventem, pour arrêter ces jeunes, et pour les remettre à leurs parents, ou à l'aéroport de Düsseldorf, ou à l'aéroport d'Istanbul, ou à l'aéroport de Hatay. Hatay, c'est Antioche, donc c'est la ville frontalière par où transitent les futurs djihadistes à partir du territoire turc. Hatay se trouve en Turquie. Donc il n'est pas difficile de retrouver ces jeunes et de lancer un mandat d'arrêt Interpol, non pas pour mener une répression aveugle, parce que finalement ces jeunes, certains partent exaltés en pensant faire le bien du peuple syrien, mais très vite en fait ils constatent qu'ils sont manipulés, ou en tout cas qu'ils servent les armées d'Al-Qaïda, donc l'État islamique de l'Irak et du Levant, le IIL ou bien le Front Al-Nosra, en tout cas des organisations militaires qui n'ont rien de démocratique, qui massacrent le peuple syrien, loyalistes ou opposants. Je veux dire, tous les Syriens, quelles que soient leurs convictions, sont victimes d'Al-Qaïda actuellement. Et donc aujourd'hui, les autorités européennes ont fait preuve d'un laxisme patent concernant nos jeunes, mais dans mon cas, on voit que Interpol fonctionne tout le temps. C'est assez interpellant. L'État turc qui te poursuit est lui-même secoué par un scandale politique et financier sans précédent. Et donc, quel est ton point de vue par rapport à cette question ? Disons que le fait que le régime d'Erdogan est impliqué dans des histoires de malversation, de corruption et tout ça, c'est pas nouveau. Tous ceux qui connaissent un petit peu le régime savent à quoi on a affaire. Et là, en fait, depuis le 17 décembre dernier, donc depuis qu'il y a eu cette opération policière qui ont visé certains milieux proches d'Erdogan, et y compris le fils Bilal, le fils du Premier ministre Erdogan. Là, on voit que ce régime est encore plus corrompu que ce qu'on pensait. Il est question de vol, vraiment comme des gangsters. Erdogan, on riait de son nom, on le disait Erdogaz parce qu'il lançait des gaz lacrymogènes sur les manifestants en juin. Maintenant, on peut dire Erdogan, Erdogangster, Erdogang. Vraiment, on a affaire à un régime pourri, mafieux, et on constate que plus ce régime vole le peuple, et plus ce régime se réfugie derrière la religion. On a l'impression qu'il dit, regardez comment Allah est grand, et pendant ce temps, il fait vite les poches du petit peuple. Et donc là, il est question de corruption, mais en masse. Il vise des hommes d'affaires, des banquiers, des députés, des ministres, des fils de ministres. Donc en plus, on a une affaire de vol en famille. Et maintenant, une partie de l'opposition traite le parti AKP, donc le parti d'Erdogan, de parti de boîte à chaussures. Parce qu'en fait, on a retrouvé 4,5 millions de dollars dans des boîtes à chaussures distribuées aux directeurs, notamment au directeur de la banque Halkbank en Turquie. Donc, on a vraiment affaire à une machine, à une mafia. L'AKP est devenue une sorte de soprano à l'échelle d'une nation. C'est triste pour la population turque et pour tous ces gens qui ont cru, non seulement les Turcs, ces millions et millions d'Arabes aussi qui ont vu en Erdogan un nouveau leader des musulmans, un nouveau leader des Arabes. Tout ce rêve est en train de se briser, on le savait depuis longtemps. Nous qui connaissons ce régime, qui militons et qui critiquons ce régime, on nous a accusés d'être des affabulateurs, et là on voit que le crime est beaucoup plus important que ce que nous-mêmes nous pensions. Dans tes articles, donc, tu dénonces souvent la politique syrienne du régime d'Erdogan. Que lui reproches-tu ? En fait, d'avoir fait de la Turquie une plaque tournante du terrorisme international, de collaborer avec Al-Qaïda en raison de la haine qu'il nourrit envers le régime syrien d'abord, mais aussi envers tous les gouvernements qui ne se plient pas, qui ne lui obéissent pas, comme le régime
du Caire, par exemple. Mais en fait, ce n'est pas uniquement l'Égypte ou la Syrie qui sont les cibles du terrorisme protégé par Erdogan. C'est aussi l'Irak. Il y a des milliers de morts depuis le retrait des troupes américaines, et c'est le fait de groupes terroristes qui massacrent les populations, notamment la population chiite d'Irak. L'un des instigateurs de ce terrorisme al-qaïdesque s'appelle Tariq el-Hashimi. Ce Tariq el-Hashimi a été vice-président de l'Irak. Erdogan protège cet homme. Cet homme est poursuivi et même condamné par contumace à mort en Irak pour avoir soutenu, pour avoir défendu Al-Qaïda, pour avoir fait assassiner des juges et des ministres en Irak, et cet homme est protégé par Erdogan. Alors, il y a une série d'autres exemples. Par exemple, dans le conflit libanais, nous pouvons aujourd'hui parler de situation de conflit parce que les bombes explosent tous les jours au Liban, que ce soit à Tripoli, à Beyrouth ou dans la Bekaa. Eh bien, par exemple, il y a quelques jours, à Zbouba, qui est dans la plaine de la Bekaa, donc dans l'est libanais, il y a eu une base du Hezbollah qui a été attaquée par un groupe terroriste inconnu. Et en fait, il s'avère que l'appel téléphonique de revendication de cet attentat terroriste visant le Hezbollah libanais qui est allié au régime syrien et qui de fait est adversaire du régime d'Erdogan, eh bien le groupe terroriste qui a visé le Hezbollah a téléphoné à partir de l'hôtel d'Edeman à Istanbul. Donc là, vraiment, clairement, et c'est un exemple parmi d'autres, on a un arrivage quotidien, donc journalier, de Yéménites, de Marocains, de Belges, d'Allemands, de Britanniques, même d'Américains, de conviction musulmane, donc qui partent mener le djihad en Syrie, et ils transitent quasi tous par le territoire turc. Donc ce que je reproche à Erdogan, c'est d'avoir converti la Turquie en port franc du terrorisme international par haine du régime syrien, par haine du Hezbollah et par haine de tous les régimes qui ne se plient pas à ses dictats. Maintenant, te concernant, y a-t-il un risque réel d'extradition vers la Turquie? Je pense qu'après avoir été en quelque sorte acquitté par la justice hollandaise, ce n'est pas vraiment un acquittement, c'est que la justice hollandaise a considéré la demande turque d'extradition comme irrecevable. Après avoir été innocenté par la justice belge, je vois mal la justice italienne ou espagnole donner crédit, donner un quelconque appui à cette demande turque. Ce qui m'interpelle et ce qui m'inquiète quelque part, c'est cet acharnement du régime d'Erdogan à mon encontre, parce que des opposants, des journalistes, des militants, des pacifistes, hein, donc des militants de gauche, des militants kurdes de Turquie, qui sont fichés par Interpol, il y en a des dizaines, voire des centaines. Mais je pense être le seul à être systématiquement arrêté quand je voyage, alors que un juge espagnol m'a donné l'autorisation de voyager dans l'espace Schengen, il y a à peine quelques mois. Donc je vois mal, malgré tout, je vois mal l'État italien me livrer aux autorités turques. Mais ce qui me fait peur, en fait, plus pour ma famille que pour moi, c'est que ce que le régime turc ne parvient pas à avoir par voie légale, il essaye de l'obtenir par voie, disons, illégale, voire criminelle. Si je vous donne l'exemple des 3 militantes kurdes assassinées à Paris l'année dernière, je pense que ça vous dira quelque chose. Il y a eu un certain Ömer Güney qui a massacré 3 jeunes femmes, et ces femmes étaient considérées comme des opposantes au régime d'Erdogan. Cet homme a l'air d'avoir été approché par les services secrets turcs. L'enquête française démontre que cet homme avait des convictions d'extrême droite, de l'extrême droite turque. C'était un fasciste fini, un mercenaire, et on peut penser qu'il a été envoyé par l'armée d'Erdogan, son armée de l'ombre. Donc on peut imaginer que si Erdogan n'arrive pas à me faire taire par voie légale, il puisse recourir à ce genre de méthode. Quelles sont les prochaines étapes de ta procédure d'extradition ? En fait, l'État turc a 40 jours pour envoyer sa demande officielle d'extradition. J'ai été arrêté sur simple signalement d'après un fichier de la police. Mais tant que la demande officielle turque ne parvient pas à la justice italienne, je ne peux pas être extradé vers la Turquie. Donc, la Turquie a un délai de 40 jours. Ensuite, le procureur général italien a 3 mois pour envoyer sa notification
à la cour d'appel de Brescia. Et ce n'est qu'après ces 2 échéances que le président de la cour d'appel de Brescia pourra fixer la date de l'audience. Et donc ça veut dire qu'on est parti jusqu'à la fin du mois de mars. Mais là, si on compte les maximums, si on voit la chose à minima, je pourrais très bien comparaître devant la cour d'appel de Brescia dans les deux prochaines semaines, donc après ces vacances, et éventuellement être libéré juste après. Donc là, je n'en ai aucune idée. Donc je pourrais être libéré en janvier, en février ou en mars. En même temps, techniquement, je peux aussi être extradé. Tout dépendra de l'opinion de la cour d'appel. Et ensuite de la ministre de la Justice, parce qu'en dernier recours, c'est la ministre, la décision sera politique. Mais si jamais je suis en quelque sorte acquitté, et si jamais le juge me libère complètement, cette fois je voudrais aller plus loin. Je voudrais obtenir ma radiation du fichier Interpol. Je voudrais saisir cette commission d'enquête qui peut, disons, faire supprimer des noms de personnes recherchées. Et je voudrais même faire tomber le procès turc, parce que tant que ce procès est suspendu au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès, et tant qu'on demande en Turquie 22 ans de prison pour avoir manifesté au Parlement européen à Bruxelles, je ne pourrais pas, disons, circuler librement, et je ne pourrais pas militer librement, je ne pourrais pas écrire librement. Donc je veux profiter de cette occasion, malheureusement, si je puis dire ainsi, et de ma privation de liberté pour faire sauter tous ces verrous qui m'empêchent de vivre comme tout le monde. Voilà. Merci encore pour votre solidarité. Merci à Investigation. Merci à Michel Collomb d'avoir été aussi solidaire, aussi à l'écoute de ma famille, de mes proches, d'avoir été aussi présent dans ces moments difficiles. J'espère de tout cœur être de nouveau parmi vous, en Belgique, aux commandes de mon travail, et de servir au mieux les causes communes que nous défendons, qui sont la justice, le respect de la justice internationale, le droit et la paix. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci. À très bientôt. À très bientôt.